takeoff. Press 7. 8 knots. Check. Ça prend pas de temps, bonsoir, de Tango 3, niveau 0, gauche et attendez. Et bien bonsoir, de... Rotate, bonsoir, de dans Air France, en 2 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight already 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la zone aéro de ce mercredi soir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine et bonsoir le chat. Voilà, tous les fidèles sont déjà là, ravis de vous retrouver. Une petite semaine de off pour ma part. Mais vous avez vu, j'en reviens de tout bronzer et on remercie évidemment Nicolas d'avoir assuré d'une main de maître la transition. Et d'ailleurs, pour une première, c'était une belle première, on peut le dire. Il s'en est bien sorti. Donc, bravo à Nico. Applaudissements pour Nicolas. Voilà, alors ce soir aussi, on teste une première puisqu'on est en double streaming. Tenez-vous bien, on est en double streaming puisque on est également en live sur la page Facebook de la zone aéro. C'est un petit test que j'ai lancé ce soir. Donc on est en live sur Twitch comme d'habitude. Ça change un petit peu, les infos ne sont pas disposées tout à fait pareil. Il va falloir un petit temps d'adaptation. Mais on est aussi en direct sur Facebook et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc bonjour à toutes et tous. Jurden est là, Krampot est là, avec sa super chaîne où tout à l'heure, il a fait un atterrissage en 737 sur Copenhague. J'ai suivi ça sur sa chaîne tout à l'heure. Fingergold, Fabien est là, MMG7F, Skyflyer Aviation, Eric, Freeflight 30 est avec nous. Bonsoir Datal qui est là, première fois sur le chat, bienvenue. Qui est-ce qu'on a d'autre? Et puis nos invités qui sont en arrière-plan. Enfin nos invités, il y a Nico également. D'ailleurs, est-ce qu'on le voit Nico ou pas? Hop, il devra apparaître ici dans quelques instants quand ce sera actualisé. Alors Nico, il y a quelques soucis de connexion, vous savez, en visio, c'est pas toujours évident. Donc, des fois, il y a de l'écho. Bon, il y en avait tout à l'heure. On va voir si ça va se maintenir ou pas. Et puis, ça devrait s'afficher normalement sous peu, si tout va bien. Voilà. Alors, quelques petites infos. Je vous rappelle que vous pouvez toujours soutenir la chaîne. Hein. Ça se passe comme d'habitude avec des subs. Vous faites ça sur Twitch, évidemment. Je dis ça pour les gens qui nous suivent sur Facebook. Voilà, il est là. Il est là, mais il est figé. Je vous dis, la connexion est... optimisable, on va dire. Donc, les subs, évidemment, les Prime, avec Amazon Prime, vous pouvez soutenir l'émission. Hop, voilà, je vous mets le lien toc 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 dans le chat. Voilà, super tête, oui, c'est ça, c'est Nico. Et sub de Krampot, merci à toi, merci Krampot. Pour ton abonnement, merci de soutenir la zone aéro, ça fait très plaisir. Et puis évidemment, pour ceux qui ne sont pas abonnés, il y a des pubs qui se déclenchent. Donc n'hésitez pas à rester pendant les pubs, ça dure 1 minute, 1 minute 30. Et au moins, ça contribue à votre manière au développement de la chaîne, puisque il y a une partie qui est reversée à la chaîne. Et les choses avancent bien. Voilà. Que vous dire le live Twitch, on en a parlé, le Facebook, on en a parlé aussi, donc on est en simultané sur les deux plateformes. Et puis, il faudrait bloquer l'autofocus de la cam, car la cam perd la mise au point régulièrement. D'accord, oui, effectivement. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est peut-être à cause des spots. Regardez comment on va faire. Hop, voilà, là ça devrait plus bouger. Voilà, vous me dites si jamais ça rebouge ou pas. Et puis on regardera ça. Pas de souci pour la cam. Écoutez les amis, moi ce que je vous propose, c'est de lancer tout de suite le plan de vol de l'émission de ce soir, ou quoique, quelle heure il est? 36. À la limite, le plan de vol de ce soir, hop, on va vérifier. Non, il n'est pas mis à jour, donc c'est pas grave. On va pas faire de plan de vol de ce soir. On va attaquer directement par le vif du sujet. On va demander quand même avant à Nico, qui nous a rejoint, qui est là. Est-ce que Nico va bien? Est-ce qu'il s'est remis de ses émissions de la semaine dernière, Nicolas? Est-ce que... Alors déjà, est-ce que Nico, tu nous entends? Je suis au chronomètre. Ouh là là, à mon avis... alors attends, hop, Oui.
Juste vérifier la connexion parce que là, on a de l'écho, mais à mort. Ouais, effectivement, c'est rouge. C'est bien rouge. C'est bien rouge. Ouais, il bug, Nico. Ok. Bon, si tu as une question, tu fais signe. Parce que là c'est vrai que ça peut pas être plus rouge, hein, malheureusement. Bon, on va voir si la connexion évolue en cours d'émission. Donc, je vous propose tout de suite de... Par le chat. Ah ouais, d'accord, ok, ça marche. Ça marche, Nico. Donc, on va retrouver Nico dans le chat dans quelques instants. Hop, on enlève ici. Et puis, au pire, si ça coupe la vidéo, peut-être la connexion d'avoir une audio correcte. Je suis pas certain. Vivement qu'il ait la fibre. Ah ouais, bah oui, c'est sûr. Les amis, on lance tout de suite l'actualité du terminal pour bien commencer l'émission. C'est parti. Et on est parti pour l'actualité du terminal et on fait coucou à notre invité qui est là. Teddy, un petit coucou Teddy. On te retrouve tout à l'heure Teddy. Il n'y a pas de problème. Hop, alors, toc, voilà. Et c'est parti pour l'actualité du terminal. Alors, on commence par cette petite news de cette semaine. Record d'altitude battu en fusée. Bah oui, on parle aussi de fusée dans la zone aéro. Des étudiants allemands qui battent le record d'altitude en fusée. Et ces étudiants sont à l'université de Stuttgart. Alors, c'est un club, hein, une sorte d'association qui s'appelle le club High-End, H-Y-E-N-D, pour Hybrid Engine Development. Donc, c'est en fait une fusée avec un moteur hybride. Ces étudiants sont réunis sous forme de club et ils ont créé ce fameux club High-End en juin 2016 et spécifiquement dans l'Institut des systèmes spatiaux allemands. Et donc l'objectif c'était de faire décoller une fusée et de l'envoyer le plus haut possible. Premier exploit réalisé en novembre 2016 avec une fusée Hero 3 qui atteint l'altitude de 32,3 km, ce qui est plutôt pas mal, hein. Quand on sait que les avions de ligne évoluent aux alentours de 11-13 km à peu près, c'est déjà pas mal. Donc là, 32 km, vous imaginez un petit peu. Et puis, ils ont réitéré cet exploit il y a peu, avec une nouvelle fusée qu'ils ont mise au point qui s'appelle N2ORTH, donc ça fait North 2, quelque chose comme ça, avec un moteur au protoxyde d'azote, et ce moteur développant une poussée de 10 kN, c'est plutôt pas mal. Et le 18 avril dernier, envoi de la fusée, 64 km de hauteur atteinte, c'est un bel exploit, et ça a été réalisé en Suède, sachant que ce club, évidemment, a le soutien du DLR, le Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Voilà, excusez-moi pour l'accent, mais voilà, c'est donc des Allemands qui battent ce record-là. Voilà, fin fond de l'Ardèche, même les corbeaux n'y vont pas. Et salut, toc toc toc, à Pax. Qui est-ce qui est arrivé? Ah oui, c'est Apax qui est arrivé dans la zone, hein. Ok. On enchaîne avec la deuxième actualité du jour. ATR. ATR qui augmente sa production. Donc, bonne nouvelle hein, quand même pour le constructeur franco-italien, puisque 40 livraisons sont annoncées cette année pour 2023 et sont annoncées une augmentation des livraisons au fur et à mesure des années jusqu'en 2030. Et en 2030, l'objectif pour ATR, c'est d'arriver à 80 livraisons par an. Donc on va doubler les cadences de production. Alors, jusqu'à présent, il y a eu des périodes de ralentissement, comme la période Covid, sur laquelle on va parvenir. Mais à l'heure actuelle, ils sont en train de monter en puissance. Il y a des demandes hein, qui sont faites pour renouveler les flottes un petit peu partout dans le monde. Mais ATR rencontre des difficultés. Une des premières difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui par ATR, c'est une difficulté dans le recrutement. Ils ont du mal à recruter un peu dans tous les domaines, donc c'est un peu problématique. Donc si vous cherchez du travail et que vous êtes dans l'aérien, contactez ATR, parce qu'ils auront sûrement du travail à vous proposer.
ATR est devenu une référence en termes de transports régionaux. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Avion très fiable, très sûr, polyvalent. Ouais. Et différentes, on va dire différents modèles, différentes catégories, dont le Stoll que vous voyez à l'écran. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà pour ATR. L'atout aussi, c'est une empreinte environnementale qui est inférieure peut-être aux autres avions. Sinon, ils estiment que d'ici 20 ans, la flotte d'avions, comme les ATR, donc on va dire des transports régionaux biturbines, devrait avoisiner les 2500 entre nouveaux appareils qui devront être livrés et puis renouvellement d'appareils. Donc voilà, ça promet. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de concurrence sur ce segment-là. Alors ATR sont aussi dans du travail sur de nouveaux projets. Je pense notamment à l'intégration du nouveau moteur Pratt & Whitney, le 127 XT. Voilà, Pratt & Whitney 127 XT qui est en cours d'intégration sur les nouveaux modèles, ainsi que l'ATR 42-600S, donc celui que vous avez à l'écran, qui est en version STOL, hein, donc Short Takeoff and Landing, qui en fait est conçu pour pouvoir se poser sur des pistes moins accessibles, plus courtes, et pouvoir, on va dire, rejoindre beaucoup plus de terrain, plus le projet EVO, dont on parlera plus tard, qui est voilà, un futur projet de développement durable, on va dire. Voilà, alors MMG7F, j'ai proposé ma candidature chez eux, autant dire que ça n'a jamais marché. Ah bon? Ah, bah peut-être qu'il faudra refaire aujourd'hui. À voir, hein. Sur leur offre, ils demandent quasiment 10 ans d'expérience minimum. Alors à vérifier, parce que dans mes dernières informations, je pense qu'ils ont un petit peu revu leur copie. À gratter, à aller voir. On continue l'actualité du terminal avec une nouvelle qui va ravir un petit peu les dronistes, s'il y en a parmi vous, les opérateurs drones, avec cette nouvelle production de la firme chinoise DJI, qui est très connu sur le marché du drone. Rappelez-vous, on en avait parlé avec Michael Gisseler de Freeway Prod, qui était intervenu dans la zone aéro. On avait fait une émission un petit peu spéciale drone sur les prises de vue sur le Tour de France, sur des racines et des ailes, etc. On avait parlé matériel. Et bien là, voilà, le nouveau drone DJI Mavic 3 Pro. Et c'est une nouveauté mondiale, puisqu'il y aura 3 caméras qui vont être incluses sur ce drone. Alors, il y a une caméra grand angle, je pense que c'est celle du bas, que vous devez voir sur l'image, qui est une caméra Hasselblad de 24 mm. Puis il y a 2 autres caméras, une caméra moyenne, on va dire, de 70 mm, et puis une télécaméra de 166 mm. Donc 3 possibilités de faire des vidéos complètement différentes à partir de drones. L'autonomie du drone est plutôt très bonne, puisque aujourd'hui on avoisine les 43 minutes de vol, rendez-vous compte. Alors que les premiers drones arrivaient limite à une dizaine de minutes, 10-12 minutes. Vous voyez les progrès qui ont été faits. Il englobe tout un système de détection automatique d'obstacles, donc intégré à l'appareil. Dès qu'il détecte un obstacle, il y a des capteurs de proximité qui se mettent en route pour éviter justement les collisions avec les arbres ou les obstacles environnants. Et puis la transmission vidéo est une transmission HD qui peut porter, tenez-vous bien, jusqu'à 15 km. Donc vous vous rendez compte un petit peu. Alors ça, ce sont les spécifications techniques. Je ne rentre pas dans les spécifications réglementaires qui peuvent varier des spécifications techniques. Donc si vous voulez opérer un drone comme ça, renseignez-vous bien, hein. Il y a des sites qui sont très bien faits. Voilà, donc vous faites Seb, as-tu réussi à remonter le whitecap de la mer de Corail? Non, parce que je n'ai pas en mer de Corail. Voilà, donc le tarif par contre, on ne le connaît pas. Peut-être qu'ils l'ont annoncé sur le site de DJI, je ne suis pas allé voir, mais bon, à mon avis, les produits DJI de cette qualité-là, c'est quand même assez cher, c'est quand même des outils qui sont réservés pour des utilisations professionnelles. Donc, si vous voulez plus d'infos, attendez un petit peu et allez voir sur le site du DJI, vous aurez sûrement des news et puis la tarification de ce bel objet. Voilà pour la partie drone, et on continue avec un petit tour du côté des militaires avec ce ravitaillement en vol d'essai donc réussi. Pourquoi ravitaillement d'essai en vol? Parce qu'en fait, c'est un Airbus A400M français
que vous voyez d'ailleurs sur, hop, c'est là-bas, sur les écrans. Vous voyez que le pilote a un retour d'image en cockpit et il y a l'opérateur qui est derrière qui voit la 400M qui s'approche justement pour être ravitaillé par un Airbus MRTT britannique. Donc le MRTT britannique, c'est le MRTT Voyager qui est l'équivalent à peu près de notre MRTT Phoenix en France. Voilà, donc les Phoenix et MRTT Phoenix qui remplacent les KC-135 de ravitaillement en vol. Alors, cet A400M vient donc du CEAM, hein, le centre d'essai militaire, et il a été déployé sur la base de Brize Norton en Angleterre, avec le 206e escadron d'essai et d'expérimentation et le 101e escadron de ravitaillement en vol anglais. L'objectif, c'est de consolider l'interopérabilité des nations, et justement, le fait de pouvoir ravitailler des A400M par des MRTT va permettre de déployer cet A400M plus loin, de se déplacer, d'augmenter la capacité de projection et d'interopérabilité, de soutien en fait entre les différents pays. Et le premier essai, justement, a parfaitement fonctionné. Voilà, et on termine par la petite séquence historique, comme on a l'habitude de le faire. L'histoire, le 26 avril 1962, cette fois. 26 avril 1962, premier vol du SR-71 Blackbird, l'oiseau noir. Vous le voyez sur l'écran, vous l'avez tous vu évidemment, sous la supervision de Clarence Johnson, qui suivait un petit peu le projet. Le vol il a eu lieu à Indian Springs, dans le Nevada, le 26 avril 1962. Donc cet avion est construit par la société Lockheed, hein, qui, eh bien, sous l'impulsion de la CIA, s'est mise en tête et a réussi l'exploit de réaliser cet avion constitué d'alliage de titanium, donc pour avoir une résistance aux hautes températures notamment. Et cet avion était évidemment dédié à l'espionnage, hein, c'était l'objectif, hein, de faire un avion qui soit furtif, indétectable et qui soit capable d'aller très haut pour éviter d'être intercepté. Alors la CIA commande cet avion indétectable, le Blackbird sort des lignes de production. Et pourquoi Blackbird? À cause de cette peinture spéciale, puisque cette peinture permet d'absorber une partie des ondes radar, donc de diminuer encore la signature radar et d'augmenter le fait d'être indétectable. C'est le pilote Louis Schlack qui donc est aux commandes ce 26 avril 1962 et donc il va faire un vol inaugural entre guillemets, hein, du SR-71. Cet avion est capable de monter très très haut, d'atteindre des vitesses colossales, Mach 3,2, soit 3400 km/h, vous imaginez. Et il est propulsé par deux moteurs Pratt & Whitney, les fameux J58, qui poussent beaucoup, mais qui sont très gourmands. Et d'ailleurs la preuve, après le décollage en post-combustion, moins de 10 minutes après le décollage, il faut déjà ravitailler l'oiseau en vol. Quand il descend, le pilote ne peut pas s'appuyer ou toucher en fait le fuselage de l'avion parce qu'il est brûlant. Et je dirais même mieux, il est constitué d'alvéoles, et à partir du moment où l'avion refroidit, eh ben, il y a des petites fuites de carburant qui peuvent apparaître au milieu de ces alvéoles-là. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier, mais c'est un avion mythique, c'est l'avion d'ailleurs le plus rapide du monde qui n'ait encore aujourd'hui jamais été construit. Voilà, donc évidemment c'est un monoplace, et à l'intérieur il fallait avoir une combinaison presque de cosmonaute pour pouvoir piloter cet avion-là. Voilà, écoutez les amis, on a fini la séquence actu du terminal. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à nous en faire part au chat, hein, et on y répond. Un avion que l'on voit dans le film Daryl, exact. Et je crois que c'était une maquette, d'ailleurs, qu'ils avaient récupérée. C'était, je crois, pas un vrai avion. À creuser aussi. S'il est chaud, il doit y avoir une signature thermique significative. Ouais, mais alors c'est tellement haut qu'il faut... À l'époque, hein, on parle de 1962, les amis. Hein. On ne parle pas de 2022. Hein. Vous imaginez qu'on n'était pas sur les mêmes référentiels au niveau de l'armement de la détection. Hein. Voilà, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est d'enchaîner tout de suite avec la séquence embarquement avec Teddy ce soir, qui vient nous parler. On a le plaisir de le recevoir pour nous parler de pilotes de transport. Si vous êtes intéressé de savoir un peu comment les pilotes de transport de l'armée de l'air sont formés,
Eh bien, ça va être à Teddy qu'il va falloir poser la question, parce qu'on a ce soir un spécialiste avec nous, et bonsoir à 0K qui vient d'arriver. On tourne tout de suite donc la séquence suivante, et on retrouve notre invité, Olivier Teddy, qui est avec nous ce soir. Embarquement avec l'école de transport de l'armée de l'air. Et on va retrouver ici, hop, il est là, voilà, Teddy qui est avec nous. Salut Bonsoir. Olivier. Bonsoir. Salut. Comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va, merci. Parfait. Alors déjà, est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tout est OK? Ouais, de mon côté, je vous entends très bien. Et vous m'entendez? Bah de mon côté, tout est bon. Donc je pense qu'au niveau du chat, ça doit être bon aussi. Ok. All clear Bon, chez bah, nous. nickel. Voilà. Donc on a confirmation du chat. On t'entend parfaitement bien. Alors, on ne va pas, déroger à la règle. Ce que je te propose de faire, c'est lancer le timer et en 1 minute de nous faire une petite présentation. OK? Ok. Eh ben, c'est parti et j'enlève la cam. Ok, bah bonsoir à tous. Donc je m'appelle Teddy. Je suis instructeur à l'école de l'aviation de transport. Mon parcours, vite fait, bah, j'ai fait du Transal pendant plusieurs années. Ça m'a apporté beaucoup de plaisir. Et ensuite, je suis devenu instructeur justement à Avord, aux alentours des années 2004 jusqu'en 2012. Ensuite, j'ai fait de la WACS également pendant 5 ans. Et puis, j'ai quitté l'armée en 2017. Et actuellement, je suis réserviste, tout simplement, à l'école de l'aviation de transport depuis 2019. Et ça risque de durer encore un certain moment parce qu'il y a pas mal de boulot, voilà. Ok, alors on va dire un parcours multiple sur différents avions. Déjà, en parlant de ce parcours, comment est-ce que t'es venu la vocation? Oh, bah, au-delà du rêve de gamin qu'on peut avoir ou qu'on a tous eu plus ou moins à un certain moment, ça s'est concrétisé par tout simplement des opportunités, puis des petits meetings aériens à droite à gauche qui ont germé tranquillement et qui, aux alentours des 16-17 ans, se sont vraiment concrétisés. Où j'ai commencé à me renseigner en fait, comment devenir pilote dans l'armée de l'air. Pilote de chasse initialement parce que j'avais comme référence Top Gun. Comme Et beaucoup. puis ouais, voilà. Et puis petit à petit, donc j'ai découvert les deux voies avec l'école de l'air, la voie royale pour les directs, et puis les ORSA où c'est le recrutement concours. Et bah voilà, après je me suis dit bah pourquoi pas après tout, pourquoi pas moi, et puis bah j'ai bien fait puisque ça a marché. Puis depuis je ne fais que ça. D'accord. Alors, la sortie de l'armée de l'air et le fait d'être réserviste aujourd'hui, ça change quoi concrètement? Alors ça change pas mal de choses puisque être pilote dans l'armée de l'air, en tout cas, je vais parler que de ce que je connais, c'est-à-dire pilote de transport. C'est aussi être militaire et avoir beaucoup d'autres choses à faire que de piloter, tout simplement. Les tâches sont assez variées, ça touche un peu à tout. Ouais. Et du coup, moi, en revenant en tant que réserviste, je ne fais que ce que j'aime, c'est-à-dire piloter et instruire en plus. Donc, Ouais. c'est juste parfait, quoi. D'accord, donc en fait, tu as les avantages sans les contraintes quelque part. Voilà, c'est ça, ouais. En tout cas, ce que moi, je considérais comme étant des contraintes, ouais. D'accord, ok. Et bonsoir Natabouille, qui est sur le chat. La fameuse roi royale nous dit à Pax. Alors, petite question, sur tous les avions sur lesquels tu as évolué pendant ta carrière, lequel tu l'as préféré? Enfin, lequel t'as préféré travailler? Sur lequel tu as préféré travailler? Ah bah on est enfin dans mon cas, mais je pense que c'est le cas de pas mal, on est toujours un peu marqué au fer rouge par le premier avion, donc pour moi ce sera toujours le Transal, mon avion préféré, même si j'ai beaucoup plus d'heures de vol maintenant sur Xingu. Mais bon voilà quoi, ça reste un avion mythique. Ouais, d'accord. Donc le Transal. Au niveau de l'évolution
Alors oui, c'est vrai qu'on a l'impression, on me dit que le micro crachote et je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Hop, bon, c'est pas grave. On regardera plus tard. Ouais, désolé. Il y a beaucoup de choses à regarder. C'est le micro de Teddy, je pense. Ah, c'est possible. Oui, je sais pas. Écoutez, on reste comme ça pour l'instant, ça fonctionne, donc on va pas changer. Hop, on va pas changer les choses. Si vous avez des questions dans le chat d'ailleurs pour Teddy, n'hésitez pas à les poser puisque, comme d'habitude, on les relaie. Ok, donc allez-y, si vous avez quoi que ce soit, je pense qu'il n'y a aucun problème, posez vos questions. Donc nous, Teddy, on s'est rencontrés il y a longtemps, c'était en 97, quelque chose comme ça. Hein. Et c'est ça, ouais. 97, ça remonte un petit peu maintenant, ouais. Alors, au niveau de chasse transport, c'est un choix que tu as fait, c'est l'amphi qui était comme ça, c'est le nombre de places. Comment ça s'est passé? Alors, ça se passe de manière plutôt progressive, c'est-à-dire que quand on rentre avec une certaine image du métier de pilote dans l'armée de l'air, et petit à petit, en discutant avec les instructeurs, en croisant du monde, quoi, bah voilà, l'idée change, évolue, et puis également pendant la formation, hein, que ce soit donc pour nous c'était la formation à Cognac sur Epsilon. On touche du doigt un petit peu, en tout cas enfin, on se rend compte en fait à ce moment-là si on est peut-être plus fait pour la chasse ou pour le métier de transport. Moi, des fois, je compare ça un petit peu à un sport co et sport individuel. Moi, à l'époque, j'étais peut-être, enfin, c'est même sûr, j'étais sport co et je me suis plus reconnu dans le métier de ce transporteur, tout simplement. Oui, d'accord. Oui, alors que chasse, c'était quand même plus la meute de loups, etc., comme nous l'avait dit Jay d'ailleurs il y a quelques temps. Voilà, exactement, ouais, c'est ça, ouais. C'est ce qui m'a plu dans le transport. Après, au niveau amphi à Cognac, j'étais, on va dire, dans le milieu de la promo à peu près. Je pense pas que j'aurais eu chasse si je l'avais eu demandé parce que je pense qu'il n'y avait pas assez de place. Mais c'est tant mieux, au moins comme ça, j'ai eu ce que je voulais directement et c'est très bien comme ça. D'accord. Ok, ça marche. Alors maintenant, on va parler un petit peu du sujet de ce soir, c'est la formation justement des pilotes de transport. Donc nous, on a connu ça il y a vingtaine, trentaine d'années, presque maintenant. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Quelles sont les qualités dont il faut disposer pour pouvoir être un bon pilote de transport et avoir ses chances dans l'armée de l'air et de l'espace? Alors, c'est pas une question simple, ça. Ah, ben non. Ou fais-le peut-être sous forme de conseil alors à ce compte-là. Ouais, disons que bah déjà une chose est sûre, hein, c'est qu'il faut être très motivé pour pouvoir endurer toute la formation qui est longue, plus toute la vie militaire qu'il y a autour. Il faut vraiment être motivé, faut être persévérant. Faut pas perdre l'objectif de vue, hein, clairement, parce qu'il y a quand même de quoi se décourager parfois, c'est pas toujours facile. Après, je pense que les compétences sont, tu vois, c'est les mêmes que quand on est rentré, nous, en 97. Moi, j'étais breveté en 99. Et je retrouve encore toujours à l'heure actuelle en vol les mêmes compétences à développer chez les stagiaires et à essayer de leur faire acquérir. Et puis au final, le métier de pilote, même si les avions évoluent, l'environnement évolue, on retrouve quand même les mêmes bases. Voilà. D'accord. Alors comment est-ce que ça se goupille, on va dire, à partir du moment où le pilote est breveté, où on va dire qu'il sort de Cognac, et le moment où il va rentrer justement dans l'aspect de transport. Comment est-ce que se passe ce cheminement? Alors, à l'heure actuelle, donc la formation se décompose. Il y a une première partie en 3 parties. Donc, il y a une première partie qui est à Salon de Provence, où ils font notamment du planeur. Donc ça, c'est très bien. C'est une chose qu'on faisait pas du tout avant. Et je trouve que c'est vraiment le planeur, l'aéro pur, quoi, hein, tout simplement. C'est l'aile dans l'air. Ensuite, ils vont à Cognac sur Grob 120. Ouais. Où là, en fait, ils font un petit peu tout ce qui se rapporte au PPL. Hein. Ils apprennent vraiment la base du pilotage et de la navigation.
Et ensuite, seulement après Cognac, donc ils sont différenciés transport ou chasse. Et en ce qui concerne le transport, ils arrivent à Avord et ils sont seulement brevetés à la fin du stage à Avord, où la formation donc se passe sur Xingu. Ok. Voilà, donc c'est un ATP intégré. En fait, l'école, c'est comment dire, maintenant a des qualifications civiles, hein, tout simplement, depuis maintenant plus de 20 ans. Ce qui veut dire qu'en sortie d'Avord, les stagiaires ont un CPL IRME comme les autres écoles qu'on peut retrouver en France et partout dans le monde, sous tutelle EASA, quoi, avec les licences européennes. D'accord. Ok. Voilà, voilà. Et ben, tu vois, tu as des encouragements, notamment de Apax, qui dit: Beau courage, Teddy. Tu es vraiment juste comme d'habitude. Vous avez choisi un des meilleurs d'entre nous. Bonne émission de Pru. Ah. Bon, je vais pas dire que je le connais, mais je le connais un peu. Tu le connais un peu, ouais. Ça m'étonne pas. C'est des messages perso, c'est des messages privés. Bon, en tout cas, bienvenue Apax dans l'émission. Ravi de t'avoir avec nous. Ok, donc on parlait tout à l'heure de cet aspect de sport collectif. Quand on intègre un escadron de transport, donc c'est se mettre au service des autres. C'est un peu ça? Exactement, ouais. C'est exactement ça, ouais. C'est, on œuvre dans le même sens, on a les mêmes objectifs, et c'est vraiment au-delà d'une équipe, hein, on parle même presque de famille, hein, dans le transport, puisque Ouais. on vit des choses qui renforcent énormément les liens, et bah, même à l'heure actuelle, on a toujours plus que des amis en contact depuis plus de 20 ans avec qui on a parcouru le monde un peu à droite à gauche. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort au-delà même de l'équipe, quoi. Voilà. Ok, ok, ok. Si vous avez des questions sur le métier, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on les relaie directement. Bah tiens, voilà, il y a des questions qui arrivent. Hop, et ben voilà, on va la poster tout de suite avec Jordan qui nous pose cette question. Le temps que juste je la fasse afficher, la voilà. Combien de temps signent les pilotes qui ont cette formation intégrée? Très bonne question. Alors, à prendre avec des pincettes, hein, puisque je suis pas du tout comment dire, au courant des toutes dernières nouvelles, mais enfin bon, de ce que j'ai compris là actuellement, les Européennes qui rentrent dans l'armée signent un premier contrat de 6 ans, il me semble, D'accord. dès le départ. Voilà. Et ensuite, je crois qu'ils signent un contrat de 8 ans, ce qui les amène donc à minimum 14 ans. Et après, comme c'est un statut un petit peu particulier, disons que la durée n'est pas ferme et définitive. Donc c'est une bonne entente tout simplement, entre la DRH de l'armée de l'air et puis le pilote qui veut partir plus tôt ou plus tard, rester. Voilà. D'accord, donc c'est modulable en fait. C'est un peu selon les besoins Ouais. ou les attentes des gens. Oui. Voilà. Alors dans un premier temps, c'est pas modulable en soi parce que tout le monde fait 6 ans et 8 ans. Ouais. Voilà, je vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais c'est d'un côté pour rassurer l'armée de l'air sur l'investissement qu'elle peut faire sur un stagiaire, parce que former un pilote, ça coûte très cher. Et parallèlement à ça, pour le stagiaire qui rentre, voilà, il est aussi de son côté, il a un certain confort de durée de contrat qui fait qu'il sait qu'il va pas lui arriver grand-chose normalement si tout se passe bien avant un certain temps, quoi. Ok. Et vous avez la possibilité de passer de carrière ensuite, donc de transformer en fait ce statut d'officier de réserve en officier d'active? Ouais, alors ça se fait sur le tard, mais effectivement, il y a donc des OSC, des officiers sous contrat, qui plus tard arrivent à se faire activer. Euh, et ça leur permet de rester jusqu'à la limite d'âge du grade. Hmm. Donc c'est par exemple pour le grade de capitaine, c'est 52 ans. Et après, s'ils arrivent à monter en grade, éventuellement, ils peuvent rester un petit peu plus tard. Bon, voilà. Après là, chacun il voit un petit peu midi à sa porte, quoi. D'accord. Est-ce que toi, tu peux nous dire ton grade aujourd'hui en tant que réserviste? Ouais, donc moi je suis capitaine depuis 2003, je crois. Ok. A priori, ça bougera plus.
Encore que même les réservistes peuvent monter en grade. Alors bon, on verra bien. Ouais, ok. Euh, et puis, bah, voilà quoi. Alors parlons un petit peu de l'avion sur lequel tu travailles aujourd'hui. Donc, est-ce que déjà tu as fait de l'instruction à Cognac? Tu as eu l'occasion d'être instructeur sur TB30 ou pas? Non, jamais. Jamais, jamais. D'accord, ok. Donc ton métier d'instructeur, quelque part, il était directement sur Xingu, sur l'avion sur lequel tu travailles aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, en 2004, j'ai été formé CRIRI, donc instructeur sur Xingu. C'était mes premières armes en tant qu'instructeur sur un avion qui est pas facile. Hein, le Xingu, c'est quand même du biturbo propulseur qui s'apparente hein, à du HPA complexe si on veut parler un petit Mhm. peu technique. Donc c'est pas simple même pour les pilotes qui ont déjà quelques heures de vol, hein, quelques milliers d'heures de vol, d'arriver là-dessus et puis de subir de faire la formation d'instructeur et ensuite de partir avec des stagiaires, ça demande quand même pas mal de ressources et puis d'entraînement quoi, tout simplement. D'accord, alors la complexité, elle est où? Elle est dans la machine? Elle est dans le fait que ça va vite, que ça change de d'habitude? Ouais. Alors ce qui change déjà beaucoup par rapport à ce qu'on connaît dans le transport, c'est le travail monopilote, puisque le Xingu est un avion monopilote. Et donc, on nous demande tous, ben, on passe une QT monopilote, donc on s'entraîne aussi en monopilote. Et ça, c'est Ouais. quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et ensuite, c'est un avion qui, bah, on va dire que ses performances sont pas excellentes. Ce qui en fait justement un excellent avion école, puisque ça va demander pas mal de ressources, ne serait-ce que pour le pilotage monomoteur, notamment l'été quand il fait très chaud, hein, les perfos sont vraiment faibles. Ok. Euh, voilà, donc et puis ensuite il y a aussi le côté la gestion de l'avionique. Donc le Xingu, c'est un avion qui a été rénové en 2007, Ouais. aux alentours de 2007, et il a été équipé d'écrans type bon PFD, MFD. Il a un GPS également. Alors, Et la hop, gestion, je vais essayer ouais, de projeter en même temps les quelques images que j'ai pu mettre de ouais, bien côté. Je sûr. pense qu'on t'entendra quand même. Hop, alors attends, hop, voilà. Voilà, Ouais, est-ce que tu m'entends? ouais, est-ce que vous entendez Ouais, bien super. Teddy ou pas toujours sur le chat quand on projette la photo d'avion? Dites-nous, est-ce que vous Est-ce que vous l'entendez? m'entendez? 1/5? Ah, 1/5. 1/5. Mince. D'accord. Faiblement. Alors attendez, bougez pas. On va faire Hop. ça. Et puis je vais faire ça. Bougez pas. Voilà. Et là, normalement, vous devriez bien Est-ce entendre. que vous m'entendez tous correctement? Là, normalement, ça doit être bon. Un petit radio 5 check, sur ouais. 5. Voilà. Donc là, on est 5 bon. sur 5, génial. Là, on est bon. Voilà, donc ça c'est la livrée du Xingu il y a quelques années. Ils avaient tout repeint en gris. Maintenant ils sont redevenus comme avant, bicolores, enfin blanc et gris. Ouais, D'accord. Alors, est-ce que... Non, je l'avais pas celui-là. Voilà. Donc ça, c'était ouais, la ouais. Ouais. version grise. Bah, d'ailleurs, il y avait Ouais. les TB30 à l'époque avaient aussi Mm. été modifiés comme ça. Ouais, ouais, aussi, ouais, ils avaient repeint beaucoup d'avions de l'armée de l'air comme ça, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que Un tu des... peux nous dire extérieurement sur cet avion? Donc, on a dit un double Donc turbopropulseur. ouais, c'est du PT6 hein, pour voilà, la partie un peu technique. Ouais, Biturboprop, c'est un avion pressurisé, on voit qu'il y a la dérive en T. ouais, C'est un Embraer 121, un constructeur brésilien voilà, qui est arrivé aux alentours des années euh, 1983, on va dire, pour faire simple. Donc il est pas tout neuf. Euh, et c'était on quoi avait une avant, faute. avant le Xingu? Alors c'était du Flamand MD 312. Donc là, c'est du vieux Ouais. Donc, vieil avion qu'on voit parfois dans les meetings d'ailleurs. et c'était temps de l'échanger, justement, de passer de piston à propulseur. C'était quelque chose de. Enfin, un gap qu'il fallait franchir. Alors ça, à l'époque, je sais pas trop quelle était la raison, hein, mais de toute façon, ça a permis d'aller dans le bon sens. Hein, du biturboprop, c'est quand même c'est le grand luxe hein, pour une école de formation. Ouais, Euh,
après, pour une école de formation, on va dire pour du CPL, c'est du grand luxe. Maintenant, pour une école de formation type militaire, c'est-à-dire pour former évidemment des pilotes militaires, c'est vraiment nécessaire pour, vu les performances du Xingu, ça permet vraiment de faire plein de missions différentes. D'accord. Alors là, on fait un petit zoom justement sur le tableau de bord de l'appareil. Je pense que c'est une version quand même qui doit dater un peu parce qu'on voit il y a pas d'écran. Exactement, ouais. Voilà, le seul écran qu'il y a, c'est l'écran météo, le radar météo. Ouais. Donc celui-ci là, qui est là. Ouais. Et après, c'est râteau pignon avec un ADI, un HSI, voilà, standard quoi. Ok. Donc Standard toi, des années 80. t'as fait de... Ah oui, non, tu as fait de l'instruction sur ces versions-là où ils étaient déjà rétrofités? Non, ils s'étaient pas encore rétrofités, donc j'ai appris là-dessus, hein, donc en tant que stagiaire et ensuite en tant qu'instructeur. Et seulement à partir de 2007-2008, là, ils ont rénové le cockpit pour en faire quasiment un glass cockpit, quoi, on va dire. D'accord, donc là voilà. Voilà. Hop, on va zoomer un petit peu. Alors c'est un petit peu flou. Ah oh, d'ailleurs là, on voit qu'il y a quand même du rouge et de l'orange là. Hein. Ouais, Rouge et du là c'est blanc. pas bon signe. Ouais. Alors on retrouve quoi en fait sur ces écrans à peu près, hein, sans rentrer dans les Ouais, détails. donc on a un PFD pour en face de chaque pilote, tout simplement, Donc ici... qui comprend au-dessus, donc la Ah partie oui, donc, supérieure, on la a le partie ADI. PFD, ouais, ok. Voilà, la partie inférieure, le HSI, hein, on a le T-shape qu'on retrouve dans tous les avions maintenant du monde. Mhm. Au milieu, on a un MFD avec les paramètres moteurs, plus donc la partie basse qui est la navmap en fait, qui va permettre, donc il va tout simplement aller prendre l'information dans le GPS de la position, Mhm. et il a sa propre cartographie, et puis comme ça on voit où est-ce qu'on est par rapport à l'espace aérien. D'accord. Ok. Voilà. Ensuite, ils ont rajouté des radios, tout simplement. Une VHF, la VHF 1 elle est avec le GPS. On a une deuxième VHF, même une troisième VHF. Ici. Ouais, c'est même le petit boîtier qui est un petit peu à droite de la flèche au-dessus là. Ici là. Voilà, celui-là. D'accord. Ouais, ça c'est la VHF 3, celui-là. Ouais. Après, on retrouve quand même hein, les petits boîtiers que tu as à gauche de ta flèche. Ça, c'est vraiment on a gardé l'ADF, l'UHF et le TACAN d'origine, tout simplement. D'accord. Voilà. Et puis, Partie radar météo. puis après, bah, ouais, qui est plus à la même place. Ok. Et globalement, c'est à peu près tout, quoi, ce qui a été changé. Ok. Alors, tu disais que c'était un bon avion école de par justement les performances. D'ailleurs, hop, on va enlever. Tac, et on va te retrouver. Voilà. On parlait justement du calcul de performance quand il fait chaud, que les vols sont difficilement, comment dire, enfin c'est pas simple de les appréhender correctement. Comment ça se passe en tant que militaire? Parce qu'on connaît un petit peu la façon civile de préparer les vols. Est-ce qu'au niveau militaire c'est la même chose ou est-ce que vous travaillez de manière un petit peu différente pour, je pense, ce côté un peu opérationnel? Alors, à l'EAT, donc la manière de travailler, je pense, c'est à peu près la même que les civils. Donc, il y a ce qu'on appelle des triptyques de préparation. Hein. C'est tout simplement un format A3 ou un double dossier qui va faire l'inventaire des choses à préparer pour la mission. Hein. C'est la QMC, les perfos, les espaces aériens, les notables. Enfin bref, ça énumère tout ce qu'il faut pas oublier tout simplement pour préparer le vol. Et alors pour le remplir, évidemment, ça demande avant ça, au préalable, d'avoir des cours d'utilisation avion sur les performances, comment on se sert des courbes, etc., etc. Mais une fois qu'on a rempli ce dossier de préparation de mission, normalement, on part en vol serein. Les stagiaires peuvent partir en vol en se disant, normalement, j'ai rien oublié. Alors, on est toujours sur des principes d'ABAC, donc des principes de courbe, où Ouais. il faut aller calculer dedans, enfin faire ses propres calculs, ou alors il y a des systèmes qui sont aujourd'hui un peu automatisés et, où les choses sont plus simples. Non, là pour le coup, on n'a rien d'automatisé, donc on est toujours avec la pointe du critérium et les courbes pour essayer d'avoir la charge offerte la plus élevée possible. D'accord.
Alors, comment se déroule en fait le cursus à partir du moment où les stagiaires rentrent? Ils vont d'abord apprendre à piloter l'avion, ils vont d'abord apprendre à transposer la navigation sur un nouvel appareil. Comment ça se passe? Donc, quand les stagiaires arrivent, donc ils arrivent de Cognac, hein, ils ont déjà quand même quelques heures de vol, donc ils savent les rudiments ils connaissent les rudiments du pilotage de base. Ils vont d'abord avoir 15 jours de cours sur l'ETIS, c'est-à-dire la partie technique du Xingu, comment il fonctionne, hein, les moteurs, le circuit électrique, l'hydraulique, etc., etc., etc. Ensuite, ils ont 3 semaines de cours justement d'utilisation avion, des règles de vol IFR, puisque le AT est surtout une école IFR. Ouais. Puisqu'on y passe l'IRME, hein, tout simplement. Ils vont aussi avoir des cours sur le GPS, le fonctionnement du GNS de l'avion. Et puis, ils vont aussi avoir des cours sur ce qu'on appelle le training manuel ou l'operating, pour qu'ils ciblent un petit peu plus facilement les choses qu'ils doivent connaître en priorité. Voilà, puisqu'il y a beaucoup de choses à apprendre et on est obligé quand même au début de leur dire par quoi commencer, ouais, tout simplement. Et ensuite, ils attaquent les simus et les vols. Et là, c'est parti. Ok. Les simus que vous avez sur le Xingu, c'est des simus qui sont rudimentaires ou alors ils ont été aussi rénovés comme les avions? Alors, ils ont été rénovés, hein, c'est le même cockpit que ce qu'on a pu voir, à peu de choses près. En revanche, ils sont pas sur Vérin, donc c'est pas du full flight, c'est du FNPT2, mais qui suffisent largement à faire le taf, quoi. Il n'y a pas de souci. Ok. Et vous abordez aussi toutes les notions de panne, panne moteur, donc gestion sur un seul moteur du N-1 et ce genre de choses? Ouais, d'ailleurs, c'est une des missions principales donc de l'EAT, c'est d'apprendre à gérer les pannes. Alors, apprendre à gérer les pannes, c'est une chose, et je dirais justement que c'est pas le plus difficile à apprendre aux stagiaires. Le plus difficile à apprendre aux stagiaires, ça va être de lui faire prendre des décisions suite à ces pannes-là, en fonction de l'environnement du moment, de la météo du jour, de l'impératif opérationnel. Donc, il y a beaucoup de paramètres autres que la panne qui vont vraiment venir entrer en ligne de compte, et on essaye justement au début de les sensibiliser, et ensuite en sortie de AT ils ont quand même normalement un bon esprit de décision vis-à-vis de tout ça. Et comment vous abordez justement cet esprit de décision? C'est en le confrontant à un maximum de situations différentes en simu et en vrai? Ouais. C'est-à-dire que de toute façon, il faut leur créer un repère, quel que soit le domaine, hein, mais là, dans ce domaine-là, c'est-à-dire un repère, c'est les confronter à des situations simples au début, avec des pannes simples, et petit à petit, rajouter des inputs, hein, donc des événements extérieurs non planifiés, qu'ils vont devoir prendre en compte, analyser. Ensuite, on va leur amener à faire un bilan de tout ce qui s'est passé pour qu'ils puissent ensuite prendre une décision. Alors la décision la plus adaptée, si possible, hein, pour poursuivre ou pas le vol ou en fonction. Ouais. Et du coup, alors on connaît ça un petit peu dans les compagnies aériennes, hein, je pense au Fordec par exemple de certaines grandes compagnies, ou de la BDI, parce qu'on parle aussi de la BDI, hein, analyse, bilan, décision, information. Vous travaillez aussi sur ces modèles-là? Exactement, ouais. On utilise même nous c'est le Ford ADI là pour bilan, annonce, analyse, action, bilan, décision, information. C'est le même canevas on reprend quelle que soit la situation. Ça permet vraiment d'avoir un esprit synthétique et critique. D'accord. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, Nico qui rebondit en instructeur aussi qu'il est depuis des années, en disant oui, c'est ça l'instruction, c'est que l'élève sache s'adapter aux circonstances. Exactement, ouais. Situation. Donc tu disais justement cette notion de panne moteur de N-1, c'est la plus c'est pas la plus compliquée à aborder techniquement, mécaniquement, mais par contre c'est l'aspect décisionnel. Donc finalement, est-ce que c'est pas l'humain qui pose encore problème aujourd'hui par rapport à la machine? Alors,
Alors le N-1, techniquement, c'est pas la panne la plus difficile. En fait, c'est la panne la plus difficile, mais physiquement, parce que Ah, elle demande énormément de force sur le palonnier pendant longtemps. Avec les perfos du Xingu, ouais, ça reste physiquement difficile comme panne. et il n'y a pas de Euh, trim de direction? Il y a un trim de direction, mais il faut l'utiliser avec parcimonie parce que ça crée de la traînée supplémentaire et donc ça dégrade encore plus les perfos. Ce qui fait que il faut trouver le bon compromis entre soulager un petit peu l'effort et garder quand même suffisamment de performance. D'accord. Ok. Ok, ok. Après, Ouais. après, en ce qui concerne ce que tu disais, est-ce que c'est pas l'humain? En fait, euh, l'avantage de l'humain, à mon sens, hein, c'est que ça lui permet de considérer plus facilement les éléments importants pour prendre sa décision. Et chaque situation en aéronautique est particulière. Il y a rarement deux cas exactement pareils pour la même panne. Et en fonction justement de la situation, le résultat, la décision va pas être la même. Ouais. Et ça, je pense que le pilote a vraiment son importance et de par sa formation et ensuite de par son analyse. Oui. D'accord. Oui, en fait, c'est assez proche on va dire, de l'aviation civile, où là, il y a en plus les passagers derrière, mais de toute façon, derrière, il y aura aussi des passagers derrière dans les avions qui transporteront, hein. Exactement, ouais, des C'est du passagers. matériel. Plus tard, en opération, on peut pas forcément se poser là où on veut aussi, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ouais. Alors, est-ce qu'en Xingu, vous faites des opérations un peu spéciales? Je pense par exemple aux approches avec des plans importants, comme ce qui est dans la vraie vie après sur des avions de transport militaire. Oui, alors on a des exercices particuliers pour sensibiliser, entraîner, en tout cas initier les stagiaires aux grandes pentes, par exemple. Euh, et puis on a également, en fait, on a des modules, ce qu'on appelle de différenciation, donc en fonction des avions sur lesquels vont aller les stagiaires, on va développer un petit peu plus certaines compétences. Par exemple, ceux qui partent sur avion tactique vont faire des navigations tactiques, on appelle ça. Donc, c'est des navigations où la chronométrie, la précision de navigation et donc de timing va être beaucoup plus importante que d'habitude dans la formation standard. D'accord. Ah oui, donc en fait, les profils sont sélectionnés et avant de partir, vous faites une formation complémentaire, entre guillemets, qui arrive après. C'est ça. Voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. En fonction de l'avion sur lequel ils vont aller, on va insister, développer un petit peu plus, approfondir un petit peu plus la capacité de l'avion sur lequel ils vont aller. D'accord. Donc aujourd'hui, je pense que on a des profils très variés, peut-être des futurs ravitailleurs, des gens qui peuvent encore aller sur AWOX, ou alors il faut un peu plus d'expérience. Sur A400M, c'est quoi les profils? Les profils, il y a un peu de tout. Le seul avion sur lequel on peut pas aller directement pour l'instant, c'est l'AWACS. Alors Ah, c'est surtout question de disponibilité avion et de nombre d'heures d'entraînement. Donc ça nécessiterait d'avoir des avions supplémentaires pour pouvoir entraîner des pilotes ab initio, c'est-à-dire qui sortent directement d'abord. Sinon, après, nos stagiaires partent sur tous les autres avions de l'armée de l'air directement. Ça peut être le MRTT, la 400M, le CASA. On a donc le TBM 700, hmm, euh, Hercule C130J maintenant. Dernièrement, je crois qu'il y a un stagiaire qui est parti dessus. d'accord. Voilà, c'est en fonction des opportunités du moment. D'accord. Ok. Et Nico qui nous pose la question, est-ce que l'avion, alors je pense qu'il parle du Xingu, est tout terrain entre guillemets, ou est-ce que vous pouvez aller un peu partout avec? Non, alors on peut pas. Déjà, c'est que des pistes en dur. Et les perfos sont pas excellents globalement. Nous, ce qui nous limite, c'est surtout la distance d'accélération arrêt. Et sur des pistes qui sont inférieures à 1300, 1250 mètres, ça commence à devenir difficile d'y aller parce qu'on pourra pas redécoller. D'accord. Ok.
Et quels sont les terrains? Parce qu'on parle d'Avor, évidemment. Vous rayonnez à peu près sur quelle partie de la France quand vous allez en entraînement? Où est-ce qu'on peut voir en approche des Xingu qui s'entraînent? Alors bah, c'est essentiellement Poitiers, Saint-Yan, Châteauroux. Ça, c'est vraiment les terrains les plus employés. Après, de temps en temps, Limoges. La moyenne, en fait, d'une mission d'instruction, c'est 1h30. Et on n'a pas 1h30 de rayon d'action. En fait, on a 30 minutes de rayon d'action et 1 heure d'entraînement sur le terrain où on sera pour faire des percées, pour faire des tours de piste, Ouais, etc., etc. d'accord. Oui, en fait, c'est pour les mettre dans des situations différentes selon les terrains et voilà, ok. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Ok, alors Free Flight avec son humour habituel qui nous dit le Xingu décolle, hop, on va afficher le Xingu décolle parce que la Terre est ronde. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Surtout l'été. Ok, hop. Donc, est-ce que vous avez, on va dire, deux parties différentes, VFR, IFR, ou alors c'est principalement de l'IFR? Non, on a vraiment deux parties différentes. Alors, en fait, donc comme on fait passer un CPL IRME à avoir, donc à la fin du stage, ils passent réellement leur licence CPL hein, et puis la qualif QT Xingu associée à l'IRME aussi. Alors, on va juste rappeler, hein, CPL, c'est pilote Ouais, professionnel. IRME, donc voilà, c'est vol aux instruments en multimoteur. c'est ça. CPL IRME, et donc la QT, c'est le tape rating, donc c'est la qualification sur l'avion. Voilà, exactement, ouais. Ce qui fait que, les trois quarts de la formation, enfin, deux tiers, trois quarts vont concerner surtout l'IR, c'est-à-dire surtout le vol aux instruments. Et l'autre partie, ça va être sur la maniabilité, c'est des tours de piste, hein, tout simplement, et la navigation, alors basse altitude et moyenne altitude, type CPL. D'accord, ok. Et pareil, avec des chronos à respecter, enfin des critères quand même, on va dire, plus exigeants qu'un CPL classique? Pas au début, pas dans la première phase, enfin pas dans la grande phase de formation qui les amène au CPL. La chronométrie va vraiment devenir primordiale justement dans la Ouais. spécialisation tactique. Alors donc finalement, la durée de formation, c'est un CPL classique? C'est comme dans le civil? Alors non, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a plus d'heures en fait. Comme on a la formation qui emmène aux qualifications civiles, mais on forme également bah, des pilotes et essentiellement d'ailleurs des pilotes militaires. Ce qui fait que le niveau d'exigence est un petit peu supérieur. En tout cas, on essaye de développer davantage les compétences pour être sûr qu'ensuite ils puissent réussir dans les avions sur lesquels ils vont aller dans les forces. Ouais. Donc on met la barre un peu plus haut, comme ça au moins on est sûr que Ouais, ça passe un peu, ça passe partout. c'est ça, ouais, exactement, ouais. Alors la prochaine On aime. question, elle vient un petit peu de ça aussi. Du coup, est-ce que vous avez parfois des échecs ou des gens que vous devez réorienter, reclasser, ça arrive ou pas? Ouais, ça arrive, ouais, ça arrive de temps en temps. Euh, la- le gros facteur qui joue, en fait, c'est le nombre de missions. C'est-à-dire que devenir pilote, c'est une chose, mais la grosse question, c'est en combien de temps, c'est-à-dire en combien de missions. Et bon, bah, l'armée de l'air a un certain nombre de missions allouées par stagiaire, et elle peut pas se permettre de renouveler si ça va pas pour un stagiaire. Bon, elle va attribuer d'autres missions, mais à un moment donné, elle va dire bah stop, là ça va plus être possible. Et à ce moment-là, effectivement, on est confronté à des stagiaires qui sont obligés d'être réorientés ou qui peuvent décider de s'en aller, puisqu'à ce moment-là, il y a la possibilité quand même de faire autre chose. Mais ça arrive, ouais. Mais de rester dans l'armée de l'air ou alors de partir en disant bon bah voilà, moi j'ai mes qualifs, je pars dans le civil. Alors, les qualifs étant à la fin seulement du stage, Ah, souvent ils n'ont pas leur qualif. Ouais.
Donc du coup, ils ont la possibilité soit de rester dans l'armée de l'air et de se réorienter sur une autre spécialité, être moniteur simulateur, contrôleur, enfin voilà, ou alors éventuellement de quitter l'institution pour tenter leur chance, soit dans le civil ou tout simplement se reconvertir dans un autre métier, quoi. D'accord, donc finalement, c'est pas très différent de la chasse, à part peut-être que en chasse, on est encore plus dans la sélection. C'est possible, ouais. J'avoue que je connais pas trop le cursus chasse, mais en tout cas, c'est réputé pour être un peu plus, Ouais. peut-être un peu plus sélectif, ouais, c'est vrai. Ne Même serait-ce si, que peut-être physiquement aussi avec les accélérations, avec tout ce qu'on oui, connaît, hein. ouais, ouais. Mais je pense que c'est vraiment des métiers différents. Nous, on a des stagiaires qui sont réorientés, donc qui viennent de la chasse, hein, pour plein de raisons différentes. Ça peut être par choix, ça peut être pour des raisons médicales, ça peut être pour des raisons aussi comment dire, de difficultés. Ouais. Alors, ils se rendent compte rapidement que c'est un autre métier, le pilote de transport. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils faisaient avant et ils sont obligés vraiment de se remettre en question et de réapprendre leur futur métier de pilote de transport, quoi. C'est vraiment différent. Ouais. Alors, question justement, dans le civil, il y a ces fameuses MCC, hein, donc les qualifications, c'est pas une qualification, mais des certifications de travail en équipage. On apprend à travailler, pilote, copilote et inversement. Est-ce que ça existe aussi chez vous? Ouais. Donc effectivement, j'en ai pas parlé, mais en fin de cursus EAT, donc à l'école de l'aviation de transport, là, ils passent également la MCC, la qualif MCC comme dans le civil, exactement la même chose. Et c'est vous qui l'a délivré ou alors c'est un organisme à part Non, non, c'est nous. En fait, on a l'ATO, donc l'intitulé ATO École Armée de l'Air, qui regroupe Cognac, Salon, Avord, etc. Eh ben, un stage déposé, reconnu par la DGAC et le HASA. Et donc, on délivre la MCC également. D'accord, ok, ok, ok. Bon, bah déjà, on englobe une grande partie de la formation, on voit déjà un petit peu où on va. Alors, est-ce que on aura la chance, nous ni moi, de voir de temps en temps un Xingu qui arrive du côté de Garou, par exemple? Je lance le message. Ouais, ouais, ouais. Si, ça arrive, hein, ça arrive de temps en temps. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, comme la moyenne des missions, c'est 1h30. Globalement, on reste souvent proche d'Avord. Les missions plus longues sont plus rares. Il y en a, hein, mais il y en a pas énormément dans le cursus d'un stagiaire. Et donc, ça peut arriver d'aller à Nîmes, d'aller à Biarritz, d'aller même en Corse, d'aller en Bretagne, enfin d'augmenter le rayon d'action. Où là, on va vraiment beaucoup plus. Ces missions sont vraiment réservées pour travailler sur la croisière. La Ouais, croisière avec voilà, le travail des points critiques, des prises de décision, etc. d'accord. Ok, ok, ok. Euh, le chat, hein, si vous avez des questions, je vois Free Flight qui nous disait qu'un Jaguar s'était posé à Montélimar puis reparti tranquille. Ça devait être Ah, quelque chose à voir, hein. ouais. J'en ai vu un de l'armée de l'air, mais j'ai surtout vu ceux de la marine. Bah oui, parce que la marine a aussi des Xingu. Et d'ailleurs, bah tiens, ça me fait penser une question. Est-ce que vous formez d'autres pilotes, enfin d'autres stagiaires, d'autres armes? Oui, c'est vrai qu'on forme les pilotes de transport de l'armée de l'air, mais on forme également les pilotes de transport de la marine nationale. Et on a également des étrangers. En fait, l'école est européenne. On a des Italiens, on a des Belges. Donc, on a des stagiaires et des instructeurs italiens. On a des stagiaires et des instructeurs belges. Euh, donc voilà. Et ensuite, on a également de temps en temps des stagiaires étrangers, alors du continent africain, en fonction des accords diplomatiques, qui viennent également se former à l'EAT. D'accord. Et donc là, je suppose que tout se passe en anglais, évidemment. Ouais, toute la formation se fait en anglais, hein, donc déjà tous les livres tous les bouquins sont en anglais. L'instruction, les briefings se font en anglais. Alors après, pour la pédagogie, on repasse souvent en français pour être sûr de transmettre le bon message, parce que c'est quand même primordial. Maintenant, quand on vole avec des anglophones, on fait tout en anglais de A à Z, ouais. Ok,
Ok, ok. Ah ben voilà, on a une question concrète de Ceslac qui arrive, qui dit bonsoir, j'arrive seulement, donc la question est peut-être déjà passée, mais non, elle ne l'est pas. Est-ce que c'est vrai que c'est possible maintenant d'être opéré des yeux, notamment de la myopie, pour intégrer l'armée en tant que pilote? Ah, alors là, je veux pas dire de bêtises, donc malheureusement, je vais pas pouvoir répondre à sa question. Je sais pas. Là, il faudrait peut-être plus se renseigner sur un centre d'expertise médicale du personnel navigant. Exactement, ouais, ouais, c'est exactement ce qu'il faut faire. Appeler Percy par exemple, ou il y en a un à Toulon aussi, je crois. Ouais, Toulon, il doit y avoir Toulouse. Quoique Toulouse, c'est pour le civil. Il faut peut-être plus quelque chose de Ouais. militaire. Et ouais, là-dessus, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir répondre. Le CEMPN à Clamart, hein, donc à Paris. Ouais. L'hôpital Merci. des armées, voilà. Ouais. Toc. Et puis Nico qui nous dit on peut avoir un exemple de mise en situation pendant une croisière pour amener l'élève à une décision. À chaud comme ça? Ou plutôt à froid? Bah ouais, bon. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on peut poser comme en fait, par exemple, on va souvent ça va être une panne anodine au début, qui au prime abord est facile à traiter en soi, techniquement. Sauf que une fois qu'on sera posé, on va être obligé de regarder la MEL, hein, la Minimum Equipment List. Donc c'est la liste en fait qui permet de savoir si on peut redécoller ou pas et dans quelles conditions en fonction de l'appareil qui est tombé en panne dans l'avion. Et bien souvent en fait ils oublient de regarder par avance de phase ce genre de renseignements. Ce qui fait que la décision qui va être prise d'aller se poser sur un terrain, c'est une chose, mais ils voient pas plus loin. C'est-à-dire, ils vont pas se poser la question, bah tiens, une fois que je suis posé, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que est-ce que je vais pouvoir redécoller? Est-ce qu'au niveau opérationnel, qu'est-ce que je vais faire on va dire de ce que j'ai dans la soute, même si c'est fictif, hein, mais ça peut être des paras, ça peut être des PAX, ça peut être du matériel, etc. Et ça, vous le simulez dans la mission? C'est indiqué? Alors, on peut le simuler, mais ce sera plutôt en fin de formation, justement, pour essayer d'affûter leur sens de décision, pour essayer de voir le plus loin possible dans la mission. D'accord. Ok. Donc c'est ça, en fait, il faut aller au-delà du fait de simplement se poser, il faut se poser les questions derrière, peut-être aussi au niveau mécanique, parce que je suppose que dépanner un avion comme ça, c'est peut-être pas forcément évident. Oui, alors bon, là, après, on rentre vraiment dans un système encore plus complexe, hein, surtout si on est à l'étranger. Maintenant, sur Xingu en France, ça se passe plutôt bien. Mais déjà, en fait, on leur fait aussi bien comprendre que être pilote militaire, c'est pas simplement amener des PAX ou des paras ou du matériel d'un point A à un point B. C'est qu'il y a une mission à effectuer derrière. C'est quel est l'objectif de la mission. Et il faut vraiment en tenir compte pour plus tard, pour prendre la bonne décision, quoi. Voilà. Ouais, ok. Alors, autre question de Ceslac, qui, si ça se trouve, est un futur pilote, on le souhaite pour lui, si c'est le cas, de l'armée de l'air et de l'espace, ou d'ailleurs, hein, peu importe. Est-ce qu'il y a une sorte de formation continue? On l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais on peut le rappeler. Est-ce qu'il y a une sorte de formation continue ou des spécialités par la suite? Et il prend l'exemple de JVN, donc les jumelles à vision nocturne, terrain hostile, où chaque pilote est polyvalent pour tous les types de missions. Donc si j'ai bien compris la question, c'est de savoir si, par exemple, tout le monde fait des JVN, c'est ça? Ouais, est-ce qu'il y a en gros un tronc commun dans lequel on va voir un petit peu tout et après on spécialise, ou alors est-ce que c'est un tronc commun standard et derrière on spécialise vraiment dans le domaine particulier? Non, il y a un tronc commun standard et les spécialisations vont venir avec les unités opérationnelles. Ok, donc c'est-à-dire que la grosse partie technique se fait après en escadron. Ouais, le pilote d'A400M va pas développer les mêmes compétences que le MRTT par exemple. Ouais.
Forcément, bon, je connais pas enfin, à fond la mission du MRTT, mais je suis pas persuadé qu'ils utilisent des JVN. Sur A400M, c'est déjà un petit peu plus facile de comprendre à quoi ça peut servir et pourquoi ils le font, quoi. Alors, en parlant d'A400M, je vous invite à aller voir le replay de l'émission qu'on avait faite avec notre excellent Rolex, qui nous avait parlé justement de l'avion et un petit peu des missions autour de ça. Voilà. On est dans les mêmes promos, hein, d'ailleurs. Ouais, exactement, ouais. Ouais, toujours. Voilà. Donc voilà. Si vous avez encore des questions, les amis, et que vous souhaitez les poser à Teddy qui est avec nous ce soir, qui nous fait le plaisir de répondre un petit peu sur le cursus des pilotes de transport de l'armée de l'air, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'ai une question encore qui me vient. Pour toi, quel sera l'avenir en fait du transport aérien au sein des armées? Est-ce qu'il va y avoir du changement? Est-ce qu'on va garder selon toi, hein, on est dans l'expectative, la même manière de travailler? Est-ce que la technologie va venir aider encore plus les pilotes? Comment ça va se passer? Alors ça, c'est une bonne question. Ah, j'aime bien poser les bonnes questions. Ouais. Non, bah, on voit déjà que l'armée de l'air c'est quand même pas mal modernisé avec voilà, le Transal, il y en a plus. Maintenant, c'est la 400M, le C130H, c'est pareil, c'est C130J. Mais un C135 terminé, c'est du MRTT. Donc on voit que quand même la technologie a une énorme plus-value sur les enjeux opérationnels. Donc quand c'est possible, je pense que l'armée a tout intérêt à prendre en compte tous ces progrès technologiques et quels qu'ils soient. Tout à l'heure tu parlais du drone, Oui. du drone là, avec 3 caméras, etc. Bon voilà, on voit que ça arrête pas de changer, de bouger, et tout ça c'est des opportunités à chaque fois pour l'armée, quoi. Ouais. Ok. Bonne question encore de Ceslac. En fin de carrière, est-ce que la majorité des pilotes partent dans le civil ou continuent dans l'armée? Alors la majorité part dans le civil quand même. Notamment chez Air France, pour pas le citer. Ils essayent en tout cas. Après, certains, comme moi, finalement, c'est pas trop mon truc, hein, le pilote de ligne. Je préfère de loin l'instruction et les interactions avec les stagiaires. Enfin voilà, transmettre le message et puis essayer de former les gens. Donc il y en a quelques-uns qui préfèrent rester, soit se font activer, soit reviennent réservistes comme moi. Moi je fais quasiment que ça, mais c'est pas la majorité quand même. Ok, bon ben voilà, une réponse qui est très claire. Et salut Joe Brable qui vient d'arriver et qui nous salue. Très bien, qu'est-ce que je voulais poser? Alors si, je voulais poser aussi une question. Est-ce que, de par tes fonctions d'instructeur aujourd'hui, tu voles aussi dans le civil? Est-ce que tu es membre d'un aéroclub? Parce qu'on a pas mal de pilotes d'aéroclub qui sont aussi avec nous. Ouais, je suis membre d'un aéroclub pas très loin de la maison, là, à Châteauneuf-sur-Cher. Alors je fais pas d'instruction régulière parce que comme j'en fais déjà beaucoup la semaine, Ouais, j'imagine. le week-end je me repose. En revanche, j'aime beaucoup faire par exemple les vols de BIA avec les jeunes. Ça permet un peu de les sensibiliser, de voir un petit peu leur centre d'intérêt, leur montrer ce que peut être le métier de pilote. Et puis également les vols découvertes, les baptêmes, etc. J'aime bien. Ouais, j'aime bien partager en fait ma passion, enfin mon métier passion avec surtout avec les gens qui connaissent pas grand-chose là-dedans. Et des vols avec la famille, des petites naves, aller manger à droite à gauche? Malheureusement, hein, j'en ai quasiment pas fait puisque comme ça reste un métier en semaine. Ouais, le week-end en tout cas pour l'instant c'est pas trop d'actualité. Ok. Et les enfants, Voilà. ils se destinent comme leur papa? Absolument pas. J'ai Absolument pas pas. dû bosser comme il fallait. Ouais. D'accord, ok. Bon ben voilà, hein, comme quoi, hein. Ouais, Les cordonniers ouais, sont oh, toujours les écoute, plus mal chaussés, comme on dit, hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Ok, 19h46 UTC les amis. Oui, ouais. Olivier, tu voulais nous dire quelque chose? Est-ce que je peux rajouter un petit quelque Oui, chose sans parce que souvent on a une image d'instructeur militaire qui est là pour
attaquer, c'est côté sévère pour burner, hein, vu un peu vulgairement entre guillemets. En fait, c'est pas du tout le cas. En tout cas, à l'EAT à bord, hein, on a vraiment, on est 37 instructeurs à peu près là en ce moment, et on est tous vraiment volontaires. On sent que tout le monde a envie de bien faire. Alors, Et 37 le but, c'est instructeurs, vraiment ça correspond à combien de stagiaires formés pour avoir un ordre d'idée? Alors, l'année dernière, il y a 47 stagiaires qui ont été brevetés, mais on en forme plus puisque c'est un roulement continu, hein. Et pour ça, on est, j'allais dire, que 37 instructeurs, parce que ça, on fait pas que ça. Enfin, moi, je fais que ça, mais ceux qui sont d'actifs ont toutes les tâches, ce qu'on appelle les tâches annexes. Et donc, ça, c'est peu finalement, 37. Et en tout cas, ils sont tous volontaires et surtout, on essaie vraiment de faire tout ce qu'on peut pour aider le stagiaire, pour le sortir, pour essayer de vraiment lui donner les armes, les outils qui vont lui permettre de réussir son stage. Alors, ça marche pas tout le temps, mais il y a vraiment des gros moyens humains qui sont mis en place pour essayer, pour chaque stagiaire, de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, en fait, il y a une bienveillance qu'on ne Exactement, ouais. soupçonne pas forcément quand on parle d'instructeur militaire au premier abord. Voilà, c'est ça. Parfois, encore cette vieille image d'instructeur chef qui résiste. Que tu t'emploies à ne pas véhiculer, j'en suis sûr. Voilà, exactement, ouais. Ok, ça marche. Très bonne question de Free Flight qui arrive, qu'on va poser tout de suite après, puisqu'il est 19h48 UTC. Et je vous propose d'entamer la dernière. Ah ben, il y a des questions qui arrivent. On va pouvoir les poser dans la foire aux questions remise de gaz, donc c'est parfait. Donc je vous propose tout de suite de lancer avec Teddy, qui est avec nous, la foire aux questions remise de gaz, dernière partie de l'émission. Et la foire aux questions remise de gaz, dernière partie, dernier petit quart d'heure de l'émission, avec Teddy ce soir, l'école de transport de l'armée de l'air d'Avord qui est avec nous. Avec une question de Free Flight, quel est le pourcentage de femmes dans cette formation transport? Très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, aux dernières nouvelles, c'était aux alentours de 10%. Après, j'avoue que j'ai pas les chiffres exacts, hein, donc je veux pas trop m'avancer, mais je pense que ça doit être cet ordre de grandeur-là. Ok, donc il y en a quand même, hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des garçons. Ouais. Ok. Ouais. Et autre question de Ceslac, c'est quoi la différence dans la mission, on parlait tout à l'heure de statut, mais là dans la mission d'instructeur, entre l'active et celui qui est de réserve, comme toi? C'est le même métier? C'est exactement le même métier. La plupart des instructeurs de réserve sont d'anciens instructeurs d'actifs tout simplement, qui pour des raisons personnelles reviennent. Et donc quand on y est, la seule différence c'est juste que les instructeurs de réserve ne font que ça, alors que les instructeurs d'actifs font des tâches, alors les tâches annexes, hein, c'est-à-dire il y en a un qui va être responsable d'un truc informatique, l'autre qui va s'occuper, je sais pas moi, de l'armoire qui est cassée, enfin bref. Et puis il y a aussi toutes les opérations qu'il faut, c'est-à-dire les opérations sol, qui sont régulièrement en place à l'étranger ou même en France. Et il y a des postes qu'il faut occuper pendant 2 mois et on fait aussi appel aux instructeurs de l'EAT pour ça. Ok, bon ben voilà. Bonne précision. J'espère que la réponse te convient. C'est Slack. Alors, les amis, comme on arrive en fin d'émission, on a posé quelques questions. Et ben, je vous propose de participer à un petit quiz qu'on vous a préparé en cette fin d'émission et qui va être orienté évidemment sur le sujet de ce soir. Donc, je viens de lancer le quiz kit et d'ailleurs, vous devez voir sur vos écrans, alors peut-être en bas sur les téléphones ou à droite de votre écran, si vous êtes en train de regarder depuis un ordi, la partie quiz kit qui va s'ouvrir. Vous pouvez donc vous inscrire, vous avez dû voir, cliquer sur le petit lien et on a lancé la première question. Alors première question les amis, cliquez sur quiz kit, où se situe l'EAT avec différentes réponses. Châteauroux, réponse 1, Bourges, réponse 2, Cognac, réponse 3 ou Avord, réponse 4. Non, on l'a répété un certain nombre de fois, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème.
Voilà. Et vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre si vous n'avez pas encore cliqué, allez-y. C'est vrai qu'on a lancé le... Enfin, j'ai cliqué sur le jeu un peu vite. Je dois malheureusement vous quitter. Bonne soirée. Merci à toi, c'est Slack. Pas de problème. Évidemment, donc la bonne réponse était Avord. Voilà, donc Avord juste à côté de Bourges. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a répondu Bourges. Bah oui, mais Avord, c'est pas exactement à Bourges. C'est juste à côté. Alors, hop, on regarde un petit peu les questions. Alors, il y a eu 3 participants. Est-ce que vous pouvez encore rejoindre le quiz ou pas? Est-ce que vous pouvez me le dire? Est-ce que vous voyez le petit picto et vous cliquez dessus? Oui, toujours. Ok, très bien. Ça marche. Donc, c'est Contestante 2. Je ne sais pas qui est Contestante 2 qui a donné, qui est en tête pour l'instant du classement. On enchaîne avec la question suivante. Question suivante. Combien de pilotes formés en 2022 à l'EAT? Si vous avez bien suivi la question, enfin si vous avez bien suivi l'émission, on a donné la réponse tout à l'heure. Réponse 1, plus de 65. Réponse 2, 47. Réponse 3, 42. Réponse 4, 57. Donc combien de pilotes formés en 2022 à l'EAT? Il vous reste quelques secondes pour répondre. Voilà. Donc plus de 65, 47, 42 ou 57. Voilà les réponses qui vous sont proposées. On vous laisse le temps de cliquer. Hop. Voilà. Les derniers clics. Et on regarde un petit peu. Et il y a 2 bonnes réponses. 2 bonnes réponses. Donc la bonne réponse était 47. Tu confirmes, Olivier, hein, ouais, je confirme, ouais, c'est ça. 47 qui ont été brevetés. Ouais. 47 brevetés en 2022. Et bravo à Contestant 10, à Free Flight, qui ont donné des bonnes réponses. Coup de bol, nous dit Free Flight. Tu es en train de me dire que tu n'as pas suivi l'émission? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est Contestant 10. Alors, qui est Contestant 10? Je ne sais pas. Qui est en tête. Allez, on continue, les amis. Avec cette 3e question. Combien d'instructeurs officient à l'EAT actuellement? Et c'est pareil, on l'a dit tout à l'heure. Hein. On l'a dit, il me semble. Plusieurs fois même. Donc, les réponses 29 pour la réponse A, 47 pour la réponse B, 37 pour la réponse C, 42 pour la réponse D. Donc 29, 47, 37 ou 42 pour la question combien d'instructeurs officient actuellement à l'EAT. D'ailleurs, ce chiffre, il évolue d'année en année ou c'est quelque chose qui reste à peu près constant? Non, il évolue d'année en année, ouais, ça change. D'accord, donc c'est vraiment selon les besoins. Alors, et ben là, il y a quand même pas mal de bonnes réponses. Il y a 4 bonnes réponses et 2 mauvaises réponses. Alors, hop, ben voilà, Skyflyer Aviation a trouvé. Urden aussi, Urden, Free Flight, Contestant 15. Natabouille aussi, bravo, bravo à vous. Vous avez trouvé les bonnes réponses. Parfait. Et en tête, total score, Urden. Urden avec 39 000 points, bravo. Et on continue encore avec la prochaine question. Alors, quel est le constructeur du Xingu? Ça aussi, il me semble qu'on l'a dit. Hein. Alors, différentes propositions. Première proposition, aérospatiale. Deuxième proposition, Socata. Troisième proposition, Embraer. Et quatrième proposition, Pilatus. Voilà. Quel est le constructeur du Xingu? Aérospatial, Socata, Embraer ou Pilatus? Donc, on vous laisse répondre. Voilà, on vous laisse encore quelques secondes pour cliquer sur la sur la réponse qui vous paraît bonne. Alors, peut-être d'ailleurs que Pilatus fournira, on ne sait pas, peut-être des avions en remplacement des futurs Xingu, sait-on jamais. Ils l'ont fait à Cognac. Alors, les réponses. 3 bonnes réponses chez Embraer, c'est la majorité. Bravo à vous. Et il y a des personnes qui ont répondu Socata ou Pilatus. Alors, Pilatus ou des Beach. Ouais, pourquoi pas. Free Flight m'a soufflé la réponse. Ah oui, d'accord, ça triche à fond. Free Flight, bonne réponse. Natabouille aussi. Contestante 16.
Et toujours Jurden qui est en tête. Alors là, on a l'équipe de modération de choc là, qui sont en tête. Hein. 39 000 Jurden, Freeflight 38 000. Bravo. Tamiya, nous dit Nico, le fan de maquette. Et enfin, on arrive à la dernière question, ou l'avant-dernière question du quiz. Il y en a 6. Donc question 5. Quel avion a été remplacé par le Xingu à l'EAT? Et on l'a dit. Le DHC-6 Twin Otter, réponse A. Le MD-312 Flamand, réponse B. Le CASA CN-235, réponse C. Ou le Nord Aviation 262, réponse D. Tu vois que les réponses, hein, elles peuvent... c'est pas forcément évident. Hein. Alors, par quel avion a été remplacé le Xingu à l'EAT? Le DHC-6 Twin Otter, le MD-312 Flamand, le CASA CN-235 ou le Nord Aviation 262. Et on regarde tout de suite le résultat. Majorité de bonnes réponses. C'était bien le MD-312 Flamand. Et tu l'avais dit tout à l'heure, il y en a encore en état de vol. Ouais, on en voit de temps en temps, ouais, en meeting. Est-ce que c'est quelque chose, tiens, par exemple, qui t'intéresserait de voler sur ces avions-là? Ah, je dis pas non, hein. Ah, C'est sûr. voilà. Donc, eh ben, voilà, il va falloir en parler avec Freeflight, qui est l'expert en contact d'aviation de collection, voilà, pour te mettre en contact avec des pilotes de MD-312 Flamand. Alors, les scores, Contestante 8 et Freeflight 30 et Natabouille aussi, qui ont bien répondu. Bravo à vous. Bravo, bravo. Freeflight qui prend la tête des classements. Bravo. Avec 60 000 points. Avec Natabouille en deuxième position et Jurden en troisième position qui vient de se faire déloger de sa première place. Ça se resserre. Hein. Et puis... J'ai Oui, vas-y. une petite info parce que le Flamand m'a fait penser à ça et on risque d'en voir en vol justement le 31 septembre et le 1er octobre puisque c'est la journée porte ouverte à Avord justement, donc le meeting aérien et chaque fois, en tout cas jusqu'à présent, il y a eu un Flamand en vol. Et ben voilà. Donc si vous voulez voir des Flamands... Et est-ce que le AT fait voler des avions? Est-ce qu'il y a des formations de Xingu, ce genre de choses? Ouais, alors en plus ce sera les 40 ans du Xingu. Ah oui. Donc voilà, ouais, il y aura quelque chose. Ouais. Ah, Et donc puis évidemment, il y aura d'autres avions. Hein. Ça sera un beau meeting aérien normalement. D'accord. Et tu seras en vol, toi, ou pas? Je sais pas. Tu sais pas encore. Ok. Peut-être. Bon, c'est une grosse Ouais. année pour l'armée de l'air quand même, parce que les 70 ans de la patrouille de France, les 40 ans du Xingu, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Celui de Corba, nous dit Freeflight 30. Oui. Celui de Corba, il y en a un Corba qui vole. Voilà. Et donc, dernière question pour terminer le quiz de ce soir. Ah voilà, je l'aime bien celle-là. Est-ce que Teddy obtient son ticket pour revenir au bar de la zone? Alors, réponse A, oui, car il est bel homme et inspire l'humanité. Oui, parce que les transporteurs sont sympas. Oui, parce qu'il a une tête à partager une bière avec modération. Non, car l'émission n'est pas encore finie, mais oui après. Voilà, donc vous avez 4 réponses. Est-ce que Teddy obtient son ticket pour revenir au bar de la zone? Oui, car il est bel homme et inspire l'humanité. Oui, parce que les transporteurs sont sympas. Oui, parce qu'il a une tête à partager une bière avec modération. Non, car l'émission n'est pas encore finie, mais oui après. Et MMG7F qui dit « J'espère sauver mon honneur ». Ah bah oui. Alors, réponse A. Là, il y a Discord. Là, il y a Discord. La majorité des gens ont répondu « Oui, parce que les transporteurs sont sympas ». Ce n'était pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'était quoi? C'était « Bah oui, parce qu'il est bel homme et inspire l'humanité ». Évidemment. Évidemment. Merci. Et on regarde ensemble les résultats. Oh! Eh bien, figurez-vous que le grand gagnant est une grande gagnante, puisque c'est Natabouille qui remplit avec brio, justement, le classement de ce soir, avec 62 000 points, très loin devant Freeflight 30, 42 000 points, et Jurden, 39 000 points. D'ailleurs, Jurden t'apparaît 2 fois, donc à mon avis, il doit y avoir un souci de compte ou quelque chose comme ça. Voilà, donc Natabouille, bravo. Bravo pour le classement de ce soir. Félicitations. J'ai battu mon mari, bah voilà.
Bon, en tout cas, c'était super sympa. Merci, merci Teddy d'avoir participé à l'émission de ce Merci soir. à toi de m'avoir invité, c'était vraiment bien, c'était vraiment très sympa. Et bah écoute, et puis au plaisir de te retrouver, peut-être pour un autre sujet, pourquoi pas, Pourquoi pas. au fur et à mesure des émissions de la zone, avec grand plaisir. Même si tu passes du côté de Nîmes, voilà, le bar de la zone est ouvert, sans aucun problème. Promis, j'essaie. Voilà, voilà, ça c'est fait. Voilà, Ça et le marche. chat qui te remercie. Merci à tout le monde. Jordan, merci bien pour ta présence. Bonsoir Teddy. Ah, Vince! Vince, bonsoir Teddy, bonsoir Seb. Bah, salut mon Vince, on le connaît bien, notre Vince national. Ah, il est en train de se demander, Teddy. Vince, Gouze. Je vois. Allez, Gouze. Voilà. Voilà. Je vois. Voilà. Bah écoutez, les amis, merci à vous. Merci encore une fois, Teddy, de ta présence. C'était bien cool. Si vous avez d'ailleurs des questions que vous n'avez pas posées et que vous souhaitez les reposer, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la zone aéro. Et là, on redevient sérieux 30 secondes. Voilà, je vous mets le lien. Rejoignez le Discord, vous posez votre question et puis nous, après, on redispatche et on pose la question à Teddy. Si vous avez des questions particulières, vous souhaitez embrasser un cursus militaire comme ça, on vous met en contact et comme ça, vous aurez les meilleures infos. Hein. De toute façon, elles vont se prendre là où les gens sont. Donc, n'hésitez pas à le faire avec grand plaisir, bien sûr. Teddy, merci beaucoup. Hop, tu restes un petit peu connecté encore, comme ça on discute juste après Ouais. l'émission. Et puis d'ailleurs, je Ça rappelle marche. aussi à nos modérateurs qu'on se retrouve après l'émission sur Discord pour le planning du mois qui arrive. Et d'ailleurs, parlons-en, hop, on va rebasculer ici. Le mois de mai arrive à grands pas et on a beaucoup de choses qui sont programmées. On a des invités qui vont participer. Allez, je vous en donne un ou deux. On retrouvera un profil un petit peu particulier et je rebondis sur la session de CESLAC tout à l'heure qui posait une question d'opération. On aura un pilote qui a monté sa propre société, Eric, qui viendra témoigner dans la zone aéro puisque lui, il a eu des problèmes de vue, il s'est fait opérer aujourd'hui, il est pilote et il vit aujourd'hui de sa passion, alors qu'au départ on lui avait dit que ce n'était pas forcément possible, donc on ne perd jamais espoir en aviation, hein. Il y a toujours une solution. Donc ça c'est un des sujets, mais il y aura aussi, retenez bien, le 17 mai, et je devrais publier, si tout va bien, le programme la semaine prochaine. Nous aurons le plaisir d'avoir un grand monsieur de l'aviation, Jack Green, qui devrait participer à la zone aéro le 17 mai prochain, et ce sera juste avant le fameux meeting des 70 ans de la patrouille de France à Salon de Provence. Voilà, c'est plutôt pas mal. En tout cas, rejoignez le Discord. On annonce aussi le programme sur Discord, évidemment, sur les réseaux sociaux. J'espère d'ailleurs que le live sur Facebook s'est bien passé. On salue les amis facebookiens qui nous suivent sur la page. Et évidemment, les amis sur Twitch qui étaient là ce soir. Le replay de l'émission d'il y a 15 jours, donc, qui était consacrée à l'application MyEscapade avec Hélène, est en ligne depuis cette nuit. Donc, elle est publiée sur donc la page YouTube de la zone aéro. N'hésitez pas à aller la regarder si jamais vous ne l'avez pas fait. C'est assez intéressant. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, normalement 20h30. L'invité n'est pas encore confirmé, on attend un retour, et là, c'est un petit peu compliqué. Donc, rejoignez-nous sur Discord et vous verrez le programme dès qu'il sera annoncé. Voilà. Et Nico, donc désolé pour mon absence demain, je brûle orange. Oui, tu peux. Bientôt la visite du Transal peut-être au musée de Montélimar. Merci Teddy, etc. Donc voilà. Merci à vous en tout cas. Passez toutes et tous une bonne semaine. Restez avec nous. Pendant le générique. On va basculer sur une chaîne, on va faire un petit raid, comme ça, ça soutient la chaîne et ça fait parler un peu de la zone aéro sur les personnes chez qui on va. Donc restez bien le temps du générique et après vous faites ce que vous voulez une fois que le raid est fait. Fly safe pour ceux qui volent et rendez-vous la semaine prochaine dans la zone aéro. Passez une très bonne semaine. Ciao, bye bye, bonne soirée. La zone